magie de la manifestation, la magie de la manifestation. Oh, que ce sujet me met tout bien, m'émoustille, me met en branle. Nous allons demander aujourd'hui des interventions de l'intervenant de France Culture afin de parler de la magie de la manifestation. Un bref historique avant d'arriver sur le vif du sujet qui est la capacité d'un individu à produire les conditions mêmes de son existence. Permettre à cet homme, n'importe qui, cela peut être vous, cela peut être moi, de construire sa vie par des intermédiaires absolument inimaginables. Donc la magie de la manifestation. J'en ai énormément parlé, je vais mettre beaucoup de shorts à ce sujet sur cette chaîne YouTube. Vous savez, dans la vie, il existe une manière de construire la vie que l'on désire. Le problème, c'est que souvent, lorsque l'on tente de construire la vie que l'on désire, on se fait retenir par les choses. Tiens, je vais parler à cette dame, et là, grosse peur, impossible d'aller lui parler. Tiens, j'ai envie de sauter de cette corniche pour aller jusque là-haut. Tiens, grosse peur, je n'y arrive pas à sauter. Tiens, j'ai envie là de dire ma vérité parce que je me sens attaqué au plus profond de moi par mes parents ou par des gens autour de moi. Ouais, mais si je fais ça, je risque mon image, etc., etc. Et je n'y arrive pas. Toutes ces prisons qui vous empêchent d'agir de la manière que vous aurez aimé sont des programmations mentales. Est-ce que vous voulez conserver ces programmations mentales? Car elles sont, pour certaines, salvatrices. Parce qu'effectivement, si ma programmation mentale, c'est ne tue pas ton voisin, ça peut aider. Mais si ce sont des programmations mentales qui vous empêchent d'être qui vous voulez être, qui vous voulez montrer au monde, qui vous voulez incarner dans ce monde, eh bien, sachez que vous êtes en pleine perte sèche de votre propre âme. On va rentrer très profondément dans le sujet de la magie de la manifestation. Cet épisode est le premier. Et il sert à poser les bases. Les bases, c'est que vous existez dans ce monde et qu'il y a effectivement votre corps, votre être, que vous pensez en tout cas matériel, et il y a un corps éthérique, et il y a une âme. Et ces choses-là, cette âme, ce corps éthérique, vont beaucoup plus déterminer ce qui va arriver dans votre vie que la partie matérielle nécessaire à. Sans cette partie matérielle, il ne pourrait pas y avoir d'âme. Il faut comprendre que si l'âme existe, elle ne peut pas exister sans une pointe matérielle, sans une forme de concrétisation. C'est très important. C'est la concrétisation de la forme. Peut-être existe-t-il des êtres concrétisés, mais de manière beaucoup plus subtile. C'est-à-dire, peut-être qu'un nuage est vivant. Tu vois, pour donner juste une idée. Peut-être qu'un nuage est vivant. Cette considération-là n'est peut-être pertinente et on reviendra certainement dessus. On parle bien de la structure de l'univers. L'univers est mental, ce qui veut dire que tout ce qui a existé a été mental avant d'être physique. Le mental et la vibration pure qui a lieu dans notre mental est antérieure et produit finalement ce monde physique dans lequel on est. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, la vibration est une solidification plutôt, je devrais dire, ce qui ressemble énormément, si on veut une analogie, à la glace finalement. Si on prend de l'eau liquide, si on prend de la vapeur, la vapeur, l'eau liquide et la glace sont trois formes de la même chose à la base. C'est à peu près l'image qu'on peut faire pour comprendre cette loi de l'univers et mental. La conscience se concrétise exactement comme de l'eau se glace. Le corps est fait d'informations, mais les corps subtils sont faits d'informations aussi. D'une information fréquentiellement plus élevée, beaucoup plus subtile, pouvant traverser les murs, les choses, n'étant pas soumis aux mêmes règles de la matière. Par contre, étant soumis aux règles de la physique quantique. La conscience se concrétise exactement comme les différentes formes de la matière. Si nous prenons de l'eau, nous avons cet élément eau qui, comme montré par les expériences de Masaru Emoto,
a une capacité de retenir l'information durant un temps assez court en réalité. Je pense que ce temps est beaucoup plus court que ce que pensent les New Age d'aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'une information contenue dans l'eau peut très rapidement s'en évaporer. Ou plutôt, pour être plus exact, être remplacée par l'information du lieu où l'eau est stockée. Parenthèse commence à prendre trop de temps, revenons à notre image. On a donc effectivement l'eau sous une forme. La forme primaire de l'eau, bien entendu, c'est la glace. On peut le dire comme ça, d'une certaine manière, l'eau, lorsqu'elle est froide, se concrétise sous cette forme de glace. Cette glace, c'est mon corps physique. Dès que l'on monte un petit peu, on se rend compte que l'eau devient fluide, liquide. Dans un livre que j'ai lu, datant de 1850, parlant et expliquant ce qu'est le fluide magnétique, donc ça devait être quelque chose du type le magnétisme, machin truc, je n'ai plus le titre ni l'auteur, je suis désolé, mes recherches datent, certes, d'il y a bien 5 à 6 ans. Le fluide magnétique est ce fluide qui est à la fois autour du corps, la grande circulation, et à l'intérieur du corps, la petite circulation. Nous avons effectivement ce fluide magnétique qui est primaire et absolument considérable. Je vais vous donner un exemple. L'électricité ne peut pas fonctionner sans le champ magnétique qu'il y a autour. Si nous prenions des câbles en cuivre et nous les laissions se balader sans mettre d'isolation autour, c'est-à-dire sans empêcher le champ magnétique de se déployer, alors cette électricité n'aurait pas du tout ni la même forme, ni la même constance. En fait, elle prendrait des arcs électriques, elle prendrait les chemins les plus courts, et elle ne serait pas du tout canalisée comme nous arrivons à le faire dans nos câbles électriques. N'est-ce pas? Certes. Cette canalisation de l'énergie, finalement, va donner la forme de cette énergie. Eh bien écoutez, mon corps et ses nerfs, ses vaisseaux sanguins, son circuit lymphatique sont des canalisations d'énergie. Donc, sans ces canalisations d'énergie, effectivement, je n'aurais pas le physique que j'ai actuellement. Et pourtant, même malgré que toutes ces énergies soient bien canalisées dans mon corps, il se trouve qu'un énorme champ magnétique se trouve autour de mon corps. Ce champ magnétique a différentes couches. Il y a le corps éthérique, qui va donner presque directement ce que les gens appellent l'aura. Il y a l'âme, beaucoup plus grande, qui effectivement capte des informations de l'univers et qui commence à être beaucoup moins soumis par sa propre fonction entre les mondes au temps et à la matière. Et enfin, nous avons les diverses liaisons avec le grand tout qui viennent après l'âme, mais de toute façon, cela ne nous concerne pas pour l'instant. Mon corps physique est donc l'eau sous forme de glace. Mon corps éthérique, mon fluide magnétique, celui de la grande circulation, s'apparente au corps éthérique jusqu'à l'âme. Et on en arrive enfin à cette dernière forme de l'eau qui est l'eau gazeuse, bien entendu, qui est partout, qui s'envoie et qui se reçoit dans tous les sens, exactement comme dans la mer. La mer étant quelque chose de fluide, mais la paroi entre la mer fluide et la mer et l'eau gazeuse de l'air est beaucoup moins directe qu'elle n'y paraît. En réalité, les molécules d'eau de la mer s'en vont constamment de la mer et d'autres molécules d'eau rentrent dedans. C'est une espèce de jonction. Une espèce de jonction transformative des molécules d'eau qui permet d'établir une forme d'échange entre l'eau atmosphérique et l'eau de la mer. J'espère que cette analogie est compréhensible parce que elle est très importante pour comprendre à quel point tout ce qui est fait dans ce monde n'est que conscience, sous différentes formes de concrétisation, matérialisation, et que notre capacité à interpréter cette conscience est issue de la complexité de nos machines internes.
comme le diraient les matérialistes, c'est parce qu'on a ce corps et ce système nerveux qu'on peut comprendre les choses de la conscience. En fait, c'est pas comprendre. C'est pas les mots sont importants, c'est pas connaître les choses de la conscience, mais c'est les interpréter. Ce corps ne fait que réinterpréter ce qu'il sait déjà. Ce qui veut dire que ce corps n'a pas une fonction de captage de l'univers, mais a en réalité une fonction de blocage de la connaissance. La connaissance est partout, elle se reçoit partout, on peut tout savoir. Mais c'est précisément la forme qu'a ce corps qui va l'empêcher de comprendre et de capter les choses. Cette forme fait blocage à la connaissance. C'est pareil pour vous, c'est pareil pour tout le monde. Votre corps fait blocage à votre connaissance. C'est pour ça qu'on dit « mens sana ed in corpore sana ». Et l'intervenant de France Culture le prononcerait suivant « mens sana in corpore sana ». Ça veut dire un esprit sain dans un corps sain. Pour la simple et bonne raison que ce corps sain permet de faire moins blocage à l'information, et donc moins blocage à la connaissance et à l'être. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Moins ça bloque, plus on comprend des choses. Plus on comprend des choses, plus la profondeur, cette profondeur, comme dirait Eugène Canselier, la profondeur, c'est la... Ah ça oui, la profondeur, c'est la 4e dimension, la profondeur. Cette idée du corps qui bloque la connaissance, qui bloque le knowing, comme on dit en anglais, know, le mot know, connaître, est beaucoup plus profond que simplement l'information ou le savoir. Le savoir est stocké dans ce corps physique. C'est le stockage des interprétations. L'information, c'est ce qui va être transformé en une interprétation. L'information est la donnée transformée en une interprétation compréhensible. Et la connaissance qui vient avec la naissance, elle est présente tout le temps, en tout temps. Elle est la pureté d'une chose qui arrive à la naissance, c'est-à-dire finalement la chose la plus primitive, la chose du premier ordre, la chose qui est la plus loin dans le passé, c'est l'origine et la connaissance pure. C'est donc l'information non transformée, non interprétée. Donc là, il y a une énorme différence entre le savoir et la connaissance. Je vous remercie de m'avoir écouté, ceci est la base. Vous pouvez l'avoir expérimenté, ce qui peut vous permettre de la comprendre. Mais effectivement, avec cette base théorique-là, on va maintenant rentrer dans les choses sérieuses. Prenez soin de vous, abonnez-vous à ma chaîne parce que ça va envoyer du lourd. Ciao!